Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette table ronde de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, organisée dans le cadre du festival Cannes Séries, via sa plateforme en ligne Cannes Séries Live, et en partenariat avec Beta Série, qui nous accueille dans ce studio. Je suis Delphine Rivet, journaliste et critique de séries pour Combini Binge, et aujourd'hui on va aborder un sujet qui, en 2020, suscite encore le malaise ou le déni, voire carrément la colère, la diversité dans les séries, à l'écran ou derrière la caméra. Alors pour l'occasion, j'ai le grand plaisir d'être entourée de 4 autres membres de l'ACS. J'ai nommé Jennifer Padjemi, journaliste indépendante. Salut Jennifer. Salut. Anaïs Bordage, journaliste pour Slate et co-créatrice du podcast PIC TV. Salut Anaïs. Salut. Florian Kess, journaliste au magazine Têtu. Salut Flo. Salut. Et Constance Jamais, journaliste au Figaro, qui, à défaut de pouvoir être parmi nous, nous a rejoints en visioconférence. Salut Constance. Bonjour à tous. Enfin, parce qu'on souhaitait avoir la perspective de quelqu'un qui évolue dans cette industrie et qui s'est emparé de la question du racisme et de la représentation dans son dernier film Tout simplement noir et dans la série Craignos à voir ou à revoir sur France TV, j'ai le plaisir d'accueillir l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi. Pardon. Salut Jean-Pascal. Salut, ça va ? Bien. Bien. Aujourd'hui, on va donc parler de genre, d'orientation sexuelle, de race, de handicap, de transidentité, bref, tout ce qui diffère d'une certaine norme véhiculée par la pop culture. Alors, on a beaucoup dit que les séries étaient le miroir de nos sociétés, mais c'est faux, tant qu'elles ne reflètent pas cette diversité, justement. Alors, ma première question, un peu perso, avant d'entrer dans le vif du sujet, autour de cette table, quelles sont les séries qui vous ont fait dire « Ah, enfin, quelqu'un comme moi à l'écran » ? Qui veut commencer ? Qui se lance ? Flo. Pour ma part, ça remonte, je pense, quand j'étais au collège, sur Europe 2 TV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, du coup, première chaîne, TNT, c'était C-Star, tout ça. C'était Degrassi qui passait dessus. Et Degrassi et la nouvelle génération, donc pas l'original, et c'était le personnage de Marco. Voilà, c'était un premier personnage genre, ouvertement gay qui avait une intrigue poussée, focalisée sur ça. Et même si lui, dans son caractère, tout ça, me parlait pas forcément, son intrigue, ouais, carrément. Ok. Anaïs ? Moi, je pense que je fais pas partie des plus mal lotis parce que je suis une femme blanche valide. Donc déjà, la télé étant un médium quand même plus féminin que le cinéma à la base. En tant que femme, j'ai quand même été assez représentée dès le départ. Après, moi, il y a 2 séries qui m'ont marquée. C'était The Mindy Project et Crazy Ex-Girlfriend, parce que je pense que c'était la première fois que je voyais des femmes qui avaient un corps juste normal. Elles sont pas grosses, mais j'avais l'habitude de voir que des femmes très, 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 très minces à la télé. Et là, en fait, c'était juste de jeunes femmes très belles qui faisaient du 42, comme la majorité des gens, en fait. Et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de voir ça à l'écran. Et en plus, dans Crazy Ex-Girlfriend, ça va encore plus loin, puisque c'est aussi la féminité dans tout ce qu'elle a de plus honteux pour les filles, c'est-à-dire l'épilation, les trucs qu'on cache généralement à la télé, et que là, elle aborde de manière frontale. Donc ça m'a fait du bien. Et qui parle de troubles mentaux aussi. Ouais, Oui, je pardon, croyais qu'elle avait dit « My crazy girlfriend » parce qu'à l'époque, elle s'était faite larguer ou je sais pas quoi. Oui, mais ça va rester personnel, ça, je pense. On ne saura jamais. Ça, en fait. On va garder le mystère là-dessus. Jean-Pascal, est-ce qu'il y a une série comme ça où un jour tu t'es dit... Ouais, je dirais Seconde B. À l'époque, il y avait une série là qui était sur France 2 dans Giga, et il y avait Seconde B et il y avait un personnage qui s'appelait Jimmy Koundé et c'était un noir. Mais la série était pas mortelle, mais comme il y avait un noir, j'étais content. Ouais. Jennifer ? Moi, mon karma, en fait, c'est d'avoir pu m'identifier à des personnages très divers parce que j'avais pas le choix. Donc, notamment à des femmes blanches avec qui je voyais des similitudes plus en termes de personnalité. Et j'ai vraiment attendu les années 2000, voire le milieu des années 2000, pour commencer à avoir des personnages de femmes noires. Le problème, c'est que c'est souvent des femmes qui ont des métiers plutôt haut placés, qui sont avocates, qui sont médecins, etc. Et donc, c'est vraiment à partir de 2016, quand Insecure est arrivé, que j'ai enfin pu voir un type de rôle de femmes noires qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on peut vivre dans la vie quotidienne et qui sont comme nous, qui vont dans les mêmes bars, qui parlent comme nous, qui ont des métiers beaucoup plus proches de nous. Alors même si Molly est avocate, mais il y a beaucoup plus une pluralité en fait de ce que peut être une femme noire. Voilà. Et en fait, tu montres très bien aussi la différence entre l'identification, où tu peux t'identifier effectivement, moi je peux m'identifier à un personnage masculin, et la représentation où là tu te dis, ok, là vraiment elle me ressemble, quoi. Ouais. Je dirais même la représentativité. La représentativité, ouais. Sur le fait de plus représenter un groupe de personnes, mais dans les détails, avec les spécificités en fait
que comprennent ces personnes-là. Mais Oui, attends, mais je trouve qu'elle a dit quelque chose de très intéressant. Mais moi, en fait, quand je regardais les séries quand j'étais jeune, je cherchais pas spécialement à m'identifier, en fait. C'est-à-dire qu'on était habitué à voir que des blancs dans les séries, donc finalement, on regardait et puis on s'identifiait aux gars qui étaient blancs. Et finalement, ouais, c'est très, 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 très tard qu'on a commencé à voir que, ouais, il y avait des noirs, tout ça et tout. Mais avant, ça nous gênait pas parce que, voilà, tu vois, c'était la vie. Parce qu'on avait le choix, en fait. C'était la vie et puis c'était comme ça. Oui, la question se posait pas. Exactement. Constance, en ce qui Moi, te c'est un concerne. peu la même réponse que Jennifer et Jean-Pascal, c'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je n'ai même pas cherché à savoir s'il y avait des séries qui parlaient de gens handicapés, parce que comme on n'apparaît pas trop déjà dans la vraie vie, dans les séries, je cherchais encore moins. Après, il y a un moment où j'ai eu un petit déclic, c'était sur Dr House, parce que ce que j'aimais bien dans cette série, c'est qu'elle montrait quelqu'un handicapé qui pourtant avait réussi à faire sa vie professionnelle malgré tout. Il y avait un épisode pas forcément très gay qui m'avait marqué, c'était la fin de la saison 1. À un moment, il a plus ses médocs, il est coincé, il a très mal. Et pour aller où il a besoin d'aller, il se met à marcher à 4 pattes par terre. Et là, je me suis dit, c'est un moyen de locomotion que parfois les gens comme moi peuvent très bien être utilisés et qui était montré à la télé. Ça m'a fait bizarre de le voir, j'étais assez contente. Et plus récemment, un truc où je me suis vraiment trouvé ça sympa, vraiment chouette et assez représentatif des choses que j'avais pu vivre, c'est une série américaine qui n'a malheureusement pas trouvé de diffuseur en France, qui s'appelait Speechless, qui racontait l'adolescence d'un gamin américain handicapé et qui a raconté ses années lycée, comment il s'entendait avec sa famille, comment il s'entendait avec ses amis, etc. Et ça, j'ai trouvé très chouette. C'était plein de vie et plein de gaieté. Et c'est parfois ce qui manque dans la représentation du handicap, c'est que souvent à la télé ou au cinéma, on nous montre comme des gens soit très tristes, soit des gens qui surmontent plein d'obstacles, alors que moi, en vrai, comme tout le monde, on apprécie de vivre et le quotidien peut être très joyeux. Et je trouvais que cette série, c'était pas mal pour le montrer. Alors, tu nous cites une série américaine comme vous autres aussi autour de cette table, vous en avez cité. J'ai pas tellement trouvé d'équivalent français pour l'instant. Je sais qu'il y a Vestiaire, mais malheureusement, je ne le regarde pas. Ouais, c'est ça. On va le voir justement. Mais d'abord, on va se pencher sur Hollywood parce que c'est encore Hollywood qui règne sur l'industrie sérielle. Et c'est aux séries américaines que l'on va s'intéresser en premier avant de nous regarder le nombril après et de s'attaquer à la production française. Parce qu'a priori, ce sont elles, ces séries américaines, qui donnent à voir la plus grande diversité à l'écran. C'est aussi aux États-Unis que l'on perçoit depuis quelques années une volonté d'ouvrir les salles d'écriture autant que les plateaux de tournage à d'autres voix, d'autres histoires, d'autres regards. Alors évidemment, tout n'est pas rose chez nos voisins américains, même s'ils essayent de mettre en image tout un éventail de problématiques actuelles. Ils se bornent aussi toujours à nous montrer les mêmes corps, minces, sculptés, bref, très loin de représenter la société qu'ils pensent décrire. Mais alors, parmi ces séries qui ont fait bouger les lignes, on cite souvent le Cosby Show ou plus tard le Prince de Bel-Air pour leur portrait de famille noire américaine, ou The Mary Tyler Moore Show et des décennies après Sex and the City pour leur vision de la condition féminine et de la libération de la femme, ou encore The L Word ou Queer as Folk pour leur regard porté sur la communauté LGBT+. Alors, ça, c'est quelques exemples, mais quelles sont les séries qui, selon vous, ont marqué un tournant dans l'histoire, justement ? Qui veut commencer ? Je pense que celle qui a marqué un tournant, déjà, c'est toutes les premières, même si elles n'étaient pas parfaites. En fait, là, je pense par exemple à Transparente, qui a pas mal de défauts, notamment déjà le fait d'avoir casté un acteur cisgenre pour jouer un personnage transgenre, qui a été beaucoup décrié. Mais c'était quand même une première, en fait. On n'avait jamais vu ça, une famille menée par un parent qui est trans. On n'avait jamais vu ça à la télévision américaine. Donc, même si c'est pas parfait, en fait, toutes ces premières fois, elles ont contribué après à lancer le débat, en tout cas. Oui, et puis Transparente, c'était aussi des personnes trans qui étaient embauchées derrière l'écran. Et ça, c'était hyper important. C'était la première fois qu'il y avait des équipes de production où il y avait une telle représentativité et autant de personnes trans. Et la créatrice Jill Soloway avait lancé un appel explicite. Donc ça, c'était quand même important parce qu'on parle de visibilité à l'écran, mais il y a aussi ce qui se passe derrière. Ouais, on y reviendra. Ouais. Et après, moi, je pense qu'effectivement, tu as mentionné Sex and the City et The L Word qui sont cruciales pour la vision des femmes, de la sexualité féminine et de la vie queer et notamment la vie des lesbiennes. Et après, dans les exemples plus récents, moi, je pense qu'il y a Orange is the New Black qui a été vraiment une révolution sur, encore une fois... le corps des femmes, la sexualité des femmes, le fait que, être une femme, selon Hollywood, c'était pas juste une chose. Et ouais, pour moi, ça a été un gros tournant, je pense, Orange is the New Black dans ma vision des femmes à la télé. Jennifer, il y en a qui te viennent Alors, je vais remonter plus loin. Je pense qu'on peut penser à Buffy, à toutes les séries en fait pour ados qui au premier abord n'étaient pas très importantes, mais quand on creuse,
on peut se rendre compte que les personnages féminins étaient un peu plus intéressants, qu'il y avait enfin une manière de représenter les femmes, et notamment les ados, dans une espèce d'adversité. Par exemple, Jane Lindley dans Dawson est totalement féministe, pour aujourd'hui aussi, mais pour l'époque. Après, il y a eu Ally McBeal, Sex and the City. Enfin, finalement, c'est des séries qui, aujourd'hui, quand on les regarde, on se dit, bon, il y avait quand même beaucoup d'erreurs, mais c'est les premières fois qu'on voyait des femmes qui étaient autre chose que le faire-valoir du personnage principal, qui serait un homme. Et donc, toutes les séries des années 2010 qui ont vraiment révolutionné le genre à la télé se sont emparées, en fait, de ces sujets-là, parce qu'il y a eu des premières fois, comme tu disais. Et donc, même si ces premières fois n'étaient pas très bonnes, ça a ouvert la voie. Oui, puis c'était souvent des femmes blanches. Des femmes blanches. Et du coup, c'est pour ça que je voulais parler de Shonda Rhimes. Et donc, à partir de 2005, c'est vraiment là qu'on a vu un tournant, parce que, pour une fois, les personnages principaux, et de manière visible, étaient des femmes, et donc à des postes importants, avec des dialogues importants, avec une storyline hyper importante. Et c'est la première fois, en fait, qu'on voit une évolution telle dans une série de femmes, en fait, qui sont pas là juste pour, encore une fois, servir le personnage masculin, mais qui sont surtout là aussi pour évoluer avec le temps, avec leurs contradictions, avec tout ce que ça peut comporter, en fait, d'humanité, quand on est une femme avec un métier et avec des sentiments. Constance, tu pensais à des séries, toi, qui pour toi ont marqué l'histoire? Je vais rejoindre un peu ce que dit Jennifer. Je trouve que Grey's Anatomy et toutes les séries de Shonda Rhimes, c'était un peu la première fois où il y avait autant de diversité à l'écran, aussi bien de parcours que de conviction. Et plus récemment, il y a aussi Orange is the New Black qui, en tout cas, a vraiment été, je crois, une prise de conscience pour moi, parce qu'avant, je ne faisais pas tellement attention à ce type de problématique, et c'était avec toutes les discussions ouvertes par cette série-là où j'ai commencé à faire plus attention à ces notions-là. Mais on a quand même remarqué une prise de conscience assez récente, là, justement, ces dernières années. Ça s'est quand même considérablement accéléré. On est d'accord que les plateformes et la PIC TV ont favorisé justement cette émergence d'une plus grande variété de représentations. Oui, c'est parce que Netflix a eu beaucoup de succès avec ses premières séries originales, notamment Orange is the New Black, qui était la 3e, il me semble, série originale de la plateforme. Et ça a été un tel succès que ça a envoyé un signal très fort à l'industrie sur le fait qu'on pouvait raconter des histoires avec des personnages différents, des actrices qui n'étaient pas connues, qui avaient des corps qui n'étaient peut-être pas normés, qui avaient des sexualités qui n'étaient pas juste hétéros, etc. Et en fait, Netflix, c'est vraiment devenu un peu l'argument de vente de la plateforme maintenant, c'est-à-dire qu'une grande majorité de leurs séries ont un peu ce côté diversité, alors qu'il peut être un peu factice, mais je pense qu'on va en reparler plus tard. Mais ils ont, même si c'est peut-être un peu hypocrite et opportuniste de leur part, ils ont quand même ouvert les portes, je pense, parce qu'ils ont fait comprendre à d'autres chaînes et d'autres acteurs de l'industrie que c'était possible. Pourquoi tu dis c'est opportuniste? Je comprends pas. Je pense que c'est opportuniste. En tout cas, ça l'est peut-être devenu maintenant. Je pense que ça l'était peut-être pas au début. Je suis pas d'accord. Alors, Jean-Pascal, garde tes arguments, tu vas voir. Garde tes arguments, on va revenir là-dessus après. Mais justement, toi, Jean-Pascal, est-ce que depuis aussi l'arrivée de Netflix, par exemple, il y a une espèce de conscientisation assez récente aussi. Est-ce que toi, tu l'as remarqué en tant que, justement, créateur de séries, par exemple? Est-ce que dans le milieu, tu l'as remarqué? C'est pas de l'opportunisme, c'est que en fait c'est la loi du marché. Ça veut dire on a fait le tour de toutes les histoires des blancs, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Oh, détrompe-toi. Ils vont quand même en trouver d'autres. Il y en a encore des nouvelles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la loi du marché. Les frères, ils ont fait le tour. C'est bon, ils ont tout raconté. Hélène et les garçons, Salut les musclés, Julie Lescaut, ils ont tout dit, frère. Donc maintenant, c'est fini. Donc maintenant, ils sont obligés, pour renouveler le marché, de voir un peu d'autres récits, d'autres trucs. Mais je trouve pas que c'est de l'opportunité. Je trouve que c'est la continuité de l'histoire, de la vie. Tu vois, je prends souvent cet exemple-là. Avant, en équipe de France, il n'y avait que des blancs de foot. C'était l'époque des Platini, Giresse, machin, tout ça.
au bout d'un moment, bon, bah, on a vu qu'il y avait les petits dans les quartiers qui étaient arrivés, qui jouaient au foot, qui étaient bons, et maintenant, dans l'équipe de France, bah, la moitié sont noirs, la moitié sont blancs, mais c'est pas de l'opportunisme, c'est l'histoire, c'est le cours de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, on en parlera après par rapport à l'opportunisme. Non, vas-y, allez, dis. Non, mais alors clairement, c'est de l'opportunisme et ce n'est pas grave en fait. Enfin, c'est juste qu'il faut accepter que ces géants, c'est des entreprises capitalistes qui sont là pour faire de l'argent et qui peut-être au départ il y a quand même une envie de changer les choses. Bah, oui. Mais en fait, quand on change les choses, si ça rapporte de l'argent, bah pourquoi on va arrêter? Non, mais... Donc à un moment donné, et puis surtout, il faut retourner dans l'histoire de la télévision, c'est qu'en fait, ça a déjà existé. Enfin, et c'est pas que à partir des années 2010 qu'on a commencé à s'intéresser à des parcours minoritaires. C'est juste qu'il y a des vagues. Et donc ces vagues, dans les années 2000, on a vu que des blancs pendant 10 ans. Mais avant ça, il y a eu beaucoup cette représentation des familles noires dans les sitcoms. Qui cartonnait. Ça s'est arrêté. Ensuite, on a vu que des ados blancs, tout minces, tout filiformes. Ensuite, à partir des années 2010, on s'est dit, c'est bon, on va s'intéresser aux femmes. Et ensuite, en fait, c'est des vagues. Et donc, forcément, si ça peut rapporter de l'argent, pourquoi ils vont arrêter? Mais moi, je suis pas d'accord sur l'opportunisme. Je pense que s'il y a un manque... Non, mais c'est vrai, s'il y a un manque, bah, y en a qui comblent ce manque. Et puis voilà, point barre. Les autres avaient qu'à le faire avant. Oui, mais c'est un manque... Il n'est pas récent. Ce manque, il existe depuis toujours. Pourquoi aujourd'hui et pas parce qu'il paraît à Netflix, il y a beaucoup plus de... Dans les décisionnaires, on m'a dit, il y a des noirs dedans. C'est ce qu'on m'a dit. Mais est-ce qu'on les a déjà vus? Non, je ne vais pas révéler mes sources, mais on m'a dit, voilà, dans Netflix, il y a des noirs dedans. Ouais. Okay. Tu vois, donc bah, finalement, il fallait aussi le temps que les personnes minoritaires soit accèdent à certains postes. Tu vois, et comme elles sont arrivées, bah, ils ont mis leur propre récit, mais c'est pas de l'opportunisme. C'est le temps, c'est l'histoire qui est comme ça, c'est tout. Si je peux éclaircir un petit peu, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah, vas-y, on t'a compris, toi. On sait, t'es dans quoi? En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis hypocrisie et opportunisme, c'est que je pense effectivement il y a quand même beaucoup plus de gens à Netflix que dans d'autres chaînes qui vont promouvoir cette diversité-là ou cette représentativité. Mais on a vu dans certaines séries ou dans certaines œuvres, en fait, la volonté justement d'avoir juste de la visibilité. Mais on apprend que derrière la caméra, il y a des équipes qui sont hyper frustrées parce qu'en fait, on n'écoute que les blancs dans la writer's room, chez les scénaristes. Ou par exemple, dans Orange is the New Black, dans les saisons vers la fin, on a découvert que quasiment tous les scénaristes étaient blancs et que du coup, la manière dont elle traitait certaines problématiques dans la série étaient un peu maladroites et qu'il y avait cette façade de série diversité, c'est super, Orange is the New Black, mais que dans l'écriture et dans le travail derrière. Mais je dis pas, on peut avoir de la nuance, hein, mais je pense qu'il faut aussi, je pense pas, en tout cas moi je dirais pas que juste Netflix et toutes les autres plateformes qui maintenant mettent en avant cette image de diversité veulent juste sauver le monde et offrir la représentativité à tout le monde. Même si mais je dis pas que c'est grave. C'est pas grave, on prend, je vais te dire, même si c'est bien sûr. Il y a pas de problème. En fait, le truc, c'est que c'est pas grave et en même temps, c'est pas ce qu'on demande. À un moment donné, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire plus de diversité. En plus, ce mot, je n'en peux plus parce que c'est pas ça. On va changer le mot. On va changer le mot. Plus de représentativité, noir, plus de pluralité, plus de tout ce que vous voulez. En fait, on demande ça à un moment donné pour avoir des histoires pluriels, qui peuvent nous ressembler, qui peuvent nous toucher, etc. Mais en fait, cette idée de ça y est, on a vu que Orange is the New Black et d'autres séries pouvaient fonctionner, donc on va faire que ça. Vous vous trompez de combat. C'est pas comme ça, en fait, qu'on va régler le racisme. C'est pas comme ça qu'on va régler les LGBT-phobies. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment cette manière, en fait, de se tromper de combat entre ce qu'ils pensent que c'est ça qu'on veut voir et ce qu'ils font pour amasser de l'argent. Et du coup, on est arrivé à un moment où il y a pléthore de séries qui se disent woke, qui prônent la diversité. Et en fait, vous êtes à côté de la plaque parce que non seulement c'est pas très bon, et en plus de ça, ça n'aide personne à se... on est carrément dans l'attaque. Non, mais c'est pas de l'attaque, mais je pense qu'il faut avoir une critique constructive, en fait. Oui, et il faut pas tout accueillir en disant « Ah, ça y est, il y a des Noirs, c'est pas super. ça, mais déjà, je parle pas que des Noirs. Moi, je représente la France, parce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que les choses...
en fait, le temps, il est long. Le temps des changements, le temps des révolutions, il est long. Et moi, j'ai l'impression que nous, on est une génération où on veut tout de suite. Mais nous, on est juste un petit maillon de l'histoire qui va faire que ça va s'améliorer après grâce à ces trucs-là qui sont peut-être un peu nazes. Et ben peut-être dans 3 ans, je sais pas, il y aura une nouvelle série qui va arriver qui sera encore mieux. Et puis celle-là, les gens vont la critiquer. Et puis on aura une autre qui va arriver après. Tout ça, c'est long. Il n'y a pas que en du fait. naze en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a du naze et je pense qu'il y a de l'opportuniste, mais il y a aussi des séries qui ne le sont pas et qui sont juste Et super. puis il faut se dire que voilà, c'est juste le cours de l'histoire et que le temps il est long et que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous, notre génération, on veut tout de suite. Mais frérot, c'est pas comme ça la vie. Il y a des étapes, il y a des. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, il faut savoir aussi, je pense, être un petit peu humble par rapport à son époque et savoir remettre les choses à leur juste niveau. Franchement, moi, je m'attendais pas à ce que Netflix éradique le chômage, le racisme. Et tu vois, c'est juste Netflix. C'est une application sur ton téléphone, tu vois. Non, mais en tout cas, peut-être grâce à leur toute petite série, ils ont déjà commencer à amorcer un tout petit changement qui fait qu'après on ira mieux. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il faut pas qu'on... Si, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à tout accepter et à se dire ok, on n'a plus le droit de critiquer parce que vu qu'on nous donne un tout petit peu de diversité, de représentativité, donc il faut qu'on l'accepte sans rien dire. Et effectivement, enfin, alors les choses prennent du temps, mais ça fait quand même bien 50 ans qu'on en parle. Et en Netflix, fait, non, pas de Netflix, pas de Netflix. Non, mais justement, Netflix, je pense que c'est pas du tout représentatif de tout ce qui se passe dans la télé. Mais c'est pas mal, ils ont apporté un truc. Ah, mais complètement, ils ont envoyé la brèche. N'oublie pas, on vient des années 90, nous c'était Hélène et les garçons. Ah oui, non, mais c'était Jane Coucou et compagnie, frère. Là, ils arrivent, Netflix, ils nous mettent bien. Bah alors justement, ce vent qu'on sent tourner quand même, il y a un exemple qui est assez criant ces dernières semaines, ces derniers mois, je ne sais plus. Récemment, il y a Hank Azaria, qui est un acteur blanc qui prêtait sa voix depuis 31 saisons au personnage d'Apu, un immigré d'origine indienne dans Les Simpsons. Il a décidé de laisser sa place. Et en fait, à la base, c'est le film du comédien Harry Kondabolu, The Problem with Apu, qui a mis le feu aux poudres. Mais en réalité, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont servi de porte-voix à ce phénomène. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux a beaucoup joué dans cette soudaine ouverture en sanctionnant, on parle de cancel culture, mais bon, on va pas revenir sur le, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais justement, enfin, les réseaux sociaux qui sanctionnent massivement l'absence de diversité et les clichés. Les gens sur les réseaux sociaux sont là pour te call out, quoi, quand tu fais. Qui veut parler là-dessus? Flo, peut-être. Sur ce point-là, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que les réseaux sociaux, ils ont pris le pas un peu sur les audiences, en fait. Où avant, les audiences, c'était le baromètre du succès d'une série, c'était des chiffres. Maintenant, c'est c'est l'engagement qu'il va y avoir derrière, c'est les réactions qu'il va y avoir qui vont être suscitées. Et un exemple récent, en fait, qu'il y a eu justement avec les mouvements Black Lives Matter aux États-Unis, c'est l'actrice Vanessa Morgan de Riverdale, qui s'était un petit peu insurgée sur les réseaux sociaux pour s'énerver en fait du traitement de son personnage, qui n'avait tout simplement pas d'intrigue depuis 2-3 saisons, et sa seule intrigue dépendait en fait du personnage blanc, et elle était un peu le bras droit, toujours là, en fait, la potiche, sans dialogue en fait. Et elle en a parlé sur les réseaux et ça a eu un impact parce qu'il y a eu des likes, il y a eu des retweets, il y a eu tout ça. Et maintenant, en fait, le scénariste de la série, enfin le showrunner, Roberto Aguirre Sacasa, s'est engagé à lui faire une vraie intrigue. Et même elle en a parlé maintenant un peu pour teaser le truc sur les réseaux, dire voilà, j'ai une intrigue, j'ai trop hâte que vous la voyiez, tout ça. Donc les réseaux sociaux, en fait, que ce soit les acteurs, que ce soit les fans, tout ça, qui parlent là-dessus, ça a un impact maintenant direct sur les séries, en fait. Et on commence à le voir justement avec les mouvements sociétaux qu'il y a derrière, en fait, et qui les poussent à prendre la parole. Mais est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. C'est bien parce que... je sais pas. Franchement, on peut demander... C'est la sanction populaire. Non, mais... Je suis en train de foutre la merde. Est-ce qu'on peut voir ça comme une forme de sanction populaire aussi, mais quoi. j'ai l'impression que l'expression d'Internet aussi, c'est vraiment le comptoir du bar, quoi. Et que c'est pas parce que t'as 1000 tweets qui disent des conneries que ça veut dire que série, elle est naze. Sur les 1000 tweets qui disent des conneries, il y en a peut-être 1 million qui ont kiffé, j'extrapole. Et j'ai l'impression que le fait que Internet, ils prennent beaucoup de place, mais pas que pour les séries, pour tout ça, je sais pas si vraiment c'est bien, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nuance sur Twitter. Enfin, on peut pas vraiment débattre et on peut pas non plus développer des idées, je pense, sur des questions comme ça qui sont quand même complexes. Parfois, on se sent un peu limité sur Twitter. Après, effectivement, on voit des mouvements de fans énormes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de prendre le pouls un peu. Et il y a des séries, par exemple, qui ont été sauvées parce qu'il y avait des campagnes de fans sur les réseaux, tout ça. Donc pourquoi pas? Enfin, c'est peut-être plus représentatif. Il y a du bon et du mauvais, quoi. Voilà, exactement. Il y a du bon et du mauvais. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent du côté négatif des réseaux sociaux, mais
Par exemple, quand Scandale est arrivé sur ABC, c'est la première fois que l'utilisation des hashtags pour une série était faite d'une manière aussi importante. Donc tous les jeudis, c'était les gladiateurs qui arrivaient, tout le monde regardait la série en même temps, et ça a vraiment en fait changé aussi la manière dont on regarde les séries, où il y a beaucoup plus en fait un aspect communautaire, où tout le monde se retrouve, a envie de commenter, a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode. Et on l'a vu récemment avec Insecure, où la saison 4 en fait a explosé sur les réseaux sociaux, et justement eux ils s'en servent pour alimenter leur scénario et se dire voilà, on sent que ce personnage plaît, donc sans doute qu'il va rester à la prochaine saison. Et pour moi ça c'est aussi le côté hyper positif des réseaux sociaux, c'est comment on vit une série de manière beaucoup plus communautaire et de manière positive. Enfin, Oui, c'est pas que pour critiquer. Parce que des mouvements de mécontentement comme ça, de fans qui envoient, moi je me souviens, Véronique Mars, ils avaient envoyé des barres chocolatées justement au studio. Enfin, il y en a pléthore des exemples comme ça, mais c'est vrai que là maintenant, en plus, la réaction, elle est immédiate. Les scénaristes qui sont eux-mêmes sur Twitter, les showrunners, ils le voient tout de suite. Et je pense que, surtout en ce moment, on n'a pas envie d'être un scénariste blanc pris la main dans le sac du racisme ou d'une mauvaise représentation. Oui, Constance. Il y a aussi, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet aussi aux scénaristes qui se sont parfois sentis marginalisés dans leur salle d'écriture de prendre la parole. Je pense aux scénaristes, aux gens derrière Killing Eve qui ont dit que peut-être que l'émission, la série était très bonne porte-parole pour les femmes, mais que leur salle d'écriture n'était pas du tout variée. Et ça aussi, ça permet aussi à des gens qui sont peut-être pas forcément très épanouis. Justement, ça permet aux gens qui font les séries aussi de s'exprimer, d'avoir une vision, de pouvoir expliquer certaines choses aussi. Ouais. Je pense que ça marche aussi dans les deux sens. Justement, on va en parler de ça, parce qu'une fois qu'on a atteint cette belle diversité à l'écran, qu'on a tout bien fait comme il faut, tout n'est pas encore gagné, et il reste à se débarrasser donc, de certains clichés. On a commencé à en évoquer certains, comme, je sais pas, l'arabe terroriste, le sidekick noir, le meilleur ami gay, ou mon préféré personnellement, la femme dont le viol et ou la mort sert de déclencheur à la quête du héros. Je pense qu'on a tous des séries comme ça en tête. Et ça, donc, c'est le boulot des scénaristes aussi de corriger ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi mettre des femmes, des personnes racisées, LGBT ou en situation de handicap dans une salle d'écriture, donc, de ne pas mettre que des hommes blancs qui ont, en gros, le même âge, la même culture, ce que vous voulez. En quoi ça, c'est pas un sacrifice sur l'autel de la bien-pensance, mais véritablement une façon d'enrichir ces séries? Est-ce que vous pouvez... C'est ce que disait Jean-Pascal, c'est qu'en fait, avoir plus d'histoires à raconter, c'est quand même cool. C'est-à-dire que l'industrie du divertissement, c'est quand même beaucoup de recyclage. On fait des remakes et des sequels et des prequels et on refait 1 milliard de fois les mêmes histoires. Donc savoir qu'on a plus d'histoires à raconter, qu'on n'a jamais évoquées avant parce que on n'y avait jamais pensé, pour moi, je vois pas en quoi c'est un problème. Au contraire, tout le monde devrait être hyper content, et les scénaristes, d'avoir d'autres histoires à raconter que toujours les mêmes trucs en fait. Et puis de toute façon, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils n'auront pas le choix. Parce que lorsque ça tourne toujours autour des mêmes sujets, les gens, il y a tellement d'offres que finalement, on n'a pas le temps. T'imagines s'il y a... Oh là là, j'allais dire une dinguerie. Je suis très dangereux. T'imagines si, je sais pas moi, les trucs de TF1, Commissaire Moulin, il revient avec une nouvelle saison. On va dire, frérot, il n'y a rien d'autre là qu'on peut mettre, tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, les gens, ils n'ont pas le choix. Et c'est une richesse et il faut la prendre comme elle est. Et puis moi, je pense que plus il y aura de gens qui ne sont pas blancs, hommes, qui habitent à Paris 6e ou 18e, qui vont être dans les pôles des scénaristes, et plus les scénarios vont être riches, tu vois. Et donc, je sais pas, je pense qu'ils n'auront pas le choix de toute manière. Et c'est déjà en train de se passer. Et toi, Jean-Pascal, justement, en tant que scénariste aussi, est-ce que cette idée de t'entourer de personnes concernées, des femmes, des personnes LGBT+, avec un handicap, ou qui font face à une autre forme de racisme qui te touche toi, est-ce que c'est une chose à laquelle tu es attentif? Ouais, quand même, ouais. Ça me fait penser à... Parce que là, je suis en montage de la saison 2 de Craignos pour France TV, et dedans, le méchant, c'est un type qui est en chaise roulante.
Et donc, dans le scénario, parfois, dans le truc, je disais, eh, vas-y, qu'est-ce qu'il veut, l'handicapé, nanana, tout ça. Et il y a un de l'équipe technique, un mec de l'équipe technique qui m'a dit, JP, c'est relou de dire handicapé à chaque fois, dit personne à mobilité réduite, tu vois. Et donc, finalement, grâce à un pote qui taffe avec moi, tout ça et tout, finalement, je me rends compte que, putain, j'aurais peut-être dû prendre quelqu'un qui est vraiment concerné. Moi, c'est juste, ça me faisait rire d'avoir un méchant en chaise roulante qui tuait des gens, tout ça. Oh putain, je suis en train de spoiler, moi. Ah bah non. Je suis en train de spoiler ma série. Non, mais voilà. Ou alors, on peut dire qu'on a un scoop sur la saison 2. Putain. Et donc, finalement, oui, c'est important, en fait, qu'il y ait des femmes qui soient là, qu'il y ait des personnes en situation de handicap, qu'il y ait des gens qui n'ont pas la même sexualité que toi, qui t'entourent en tant que scénariste pour mieux t'aiguiller. Et puis même, en plus, ils trouveront des choses plus drôles. Je parle pour la comédie. Quand c'est la comédie, toi, en tant que mec, bah, t'es plutôt sur le point de vue du mec, machin, tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'es entouré de gens qui sont plus concernés, ils vont approfondir et ce sera encore plus drôle. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas juste pour éviter de dire certains termes. C'est pas juste pour ça, on est d'accord? C'est vraiment pour enrichir. Ouais, pour enrichir le truc. Constance, on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu veux réagir sur le méchant de la saison 2 de Craignos? Attends. Non, c'est très bien. Il faut avoir des méchants aussi, pas de souci. Non, je pense aussi, ce qui est bien quand tu as des gens variés en salle d'écriture, c'est qu'à un moment, on écrit tous sur des choses que l'on connaît soi-même, et ça peut être intéressant de laisser ces gens-là expliquer ce qu'ils vivent au lieu de penser savoir ce qu'ils vivent. Exactement. Et aussi, par exemple, sur des questions d'humour, parfois on peut se demander jusqu'où on peut aller, et parfois on découvre que les gens concernés peuvent aller très Ils loin. vont encore plus loin, exactement. Jennifer, tu voulais c'était à peu près ça que je voulais dire. C'est parfois, on se dit, c'est une femme, c'est un homme gay, c'est une personne trans, etc. Du coup, on peut rien faire. Et justement, avoir des personnes concernées dans la salle d'écriture, ça permet de dire, genre, allez-y, en fait, c'est pas du tout ma vie, enfin, parfois je fais ça, parfois je fais autre chose, enfin, et je trouve que les séries où il y a des personnes concernées dans la salle d'écriture, ça se ressent tout de suite. Tu vois tout de suite que la blague, elle fonctionne, tu vois tout de suite que la personne, en fait, arrive à être beaucoup plus plurielle que dans la case dans laquelle on veut la mettre. Donc c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est obligée de s'habiller de telle manière, qu'elle est obligée d'avoir tel type de relation. Et je pense que ça permet vraiment d'aller à l'infini dans les histoires racontées, quoi. Et puis ça peut même modifier le cours d'une série. Enfin, moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est The Deuce de David Simon, qui raconte notamment l'histoire de prostituées dans les années 70 à New York. Et en fait, David Simon, c'est un homme blanc. Et dans sa salle d'écriture, il avait beaucoup de femmes noires. Et il a dit que ça a complètement changé l'écriture de ses personnages parce qu'elles l'ont un peu challengé. Elles lui ont dit, mais attends, tu peux pas écrire ça comme ça. Les scènes de sexe, il faut les tourner différemment. Si une prostituée a ses règles, voilà comment tu devrais raconter l'histoire et pas comme ça. Et en fait, il dit que ça a été une influence énorme et que lui n'aurait jamais été capable. Pourtant, c'est un très bon scénariste. C'est un créateur immense. Mais il a de l'expérience avec les Ouais. Et il est capable d'écouter. Ça va pas, non? Non, mais il savait, on va dire, pour rattraper un peu le truc, il savait bien s'entourer. Il sait bien s'entourer, David Simon. On va revenir en France, du coup, parce que cette semaine, le CSA a publié son baromètre de la diversité, qui est, je cite, un outil de mesure permettant une évaluation objective de la perception de la diversité à la télévision. Donc en gros, ça comprend les séries, mais aussi les talk-shows, les journaux télévisés, bref, tout ce qui était diffusé sur les 17 chaînes de la TNT durant 2 semaines. Et vous vous en doutez, roulement de tambour, le constat, il n'est pas franchement jojo. Donc, à titre d'exemple, on a donc le CSA a compté que seuls 15% des personnes à l'antenne sont, je cite une fois de plus, perçues comme non blanches. Et ce chiffre, il est en baisse par rapport à 2018, où l'on comptait 17%. Pour ce qui est des femmes, qui, on le rappelle, représentent quand même 52% de la population, elles ne sont que 39% sur nos écrans. Et enfin, les personnes en situation de handicap, qui représentent 20% de la population française, sont largement invisibilisées à la télé, puisqu'elles n'occupent que 0,7% de l'espace médiatique. Donc, chacun autour de cette table, ça va être comment vous expliquer qu'en 2020, les séries françaises qui sont donc concernées par ce constat, elles soient aussi uniformément blanches, masculines, hétéronormées, où le handicap n'existe pas? Moi, je sais. Vas-y, Jean-Pascal. C'est parce que les productions sont les mêmes et les producteurs sont les mêmes. C'est-à-dire que finalement, il faut aussi que
d'autres gens s'emparent de la production. Parce que c'est pas parce que tu vas... Voilà, c'est tout. C'est tout. Il faut que voilà, d'autres producteurs prennent en main les choses et produisent d'autres choses et que ces producteurs-là, ça y est, salut. Oui, mais toi, Jean-Pascal, par exemple, qui a maintenant infiltré le système, Le game. t'es dans le game maintenant. Justement, j'imagine que tu as été confronté à des obstacles et que c'est pas si évident que ça, justement, de prendre le pouvoir dans ce milieu et de dire financer mon truc. Non, c'est pas évident, mais c'est aussi que nous, comment dire, on a tellement été, je parle pour tout le monde, on a tellement été marginalisés que finalement on s'interdit de penser certaines choses et on se dit mais non, moi je peux pas produire, moi je peux pas réaliser, je peux pas écrire, et donc finalement on est le fruit de notre histoire. Et moi, si j'ai réussi à aller au bout de ma démarche, c'est parce que quelque part j'étais un petit peu ouf. Et je comprends les gens qui abandonnent parce que c'est vraiment très 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 dur quand tu arrives en face de personnes que tu parles et devant eux et tu as l'impression d'être un martien, vraiment, parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas, ils disent mais c'est quoi ce truc, tu veux nous faire un film sur des noirs, mais pourquoi, mais tu vois, alors que toi ça te semble évident, mais tu arrives en face de personnes pour qui c'est pas évident et ils comprennent pas. Donc la seule solution, c'est de continuer à rêver, continuer à oser, continuer à demander, même si tu te fais rabâcher, même si tu te fais renvoyer paître et tout, il faut continuer parce que c'est la seule solution. Et puis accepter que c'est dur aussi d'accepter qu'on a le droit de faire des choses. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est une minorité, on est vite atteint du syndrome de l'imposteur. Exactement. Quoi. On se dit mais non, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, tout ça et tout. Oui, mais quand on n'a jamais vu quelqu'un comme nous. Exactement. Mais alors qu'on peut et on a le devoir même. On a le devoir de pas abandonner et le devoir de continuer et de proposer des choses. Mais je sais que voilà, l'échec, il y a beaucoup de manières de se le prendre. Quoi. Il y en a qui abandonnent après les échecs, il y en a qui continuent, tout ça, mais il faut juste accepter que les échecs, c'est normal dans la vie. Tu vois. Mais pour intégrer ces salles d'écriture et ces sociétés de production, il faut aussi qu'il y ait des gens qui sont en position de privilège aussi et qui laissent leur place ou qui ouvrent la porte un petit peu. Non, on n'a pas besoin qu'ils nous ouvrent la porte. Il faut défoncer la porte. On ne demande pas qu'ils nous ouvrent la porte. Il faut y aller tout simplement, donner les scénarios, essayer de se défendre. Il y a des boîtes de production. En plus, le truc que j'ai compris maintenant, c'est que les boîtes de production ont besoin de nous. En fait, elles ont besoin de nouveaux récits, ils ont besoin de nouvelles personnes. Donc, c'est peut-être impressionnant quand tu arrives dans les bureaux, tu te sens un peu seul, tu te sens un peu truc, mais en fait, tu es carrément à ta place. Et tu as le devoir de continuer, parce que si tu n'y vas pas, eh ben, eux, ils vont continuer à faire les mêmes choses. Et donc, après, il ne faudrait pas se plaindre. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut y aller, il faut continuer, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, c'est vraiment ce que je dis, c'est que de toute manière, l'avenir de la fiction française, il est dans les mains des gens différents. C'est dans nos mains à nous, c'est nous qui allons faire le futur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres. Tu vois, les films qui sortent, qui sont un petit peu, va dire, pas trop mainstream, mais qui racontent un sujet fort et les gens connaissent leur sujet, mec, ça cartonne. Donc ils ont pas le choix en fait. Et plus ça cartonne, plus ça envoie un signal en fait. Enfin, c'est ce qu'on disait au tout début avec Netflix, c'est qu'en fait, même à la limite, peu importe les motivations, plus il y a de séries et de films comme ça qui cartonnent et qui amènent du public, plus les producteurs vont se dire bon bah ça, on a besoin d'en faire plus. Quoi. Oui, mais alors c'est aussi à double tranchant parce que là j'ai fait un tout petit écart par rapport aux séries pour parler de cinéma. Je me souviens très bien que quand Wonder Woman est sorti, qui était le premier grand film de super-héroïne en l'occurrence, qui était réalisé par une femme, et je me souviens qu'on se disait entre nous, purée, mais pourvu que ça fasse pas un flop, parce que sinon on va nous dire, bah, vous voyez, on vous en a donné un, on vous a donné une nana à la réal, hein, et en fait c'est pas un flop. Ouais, mais même si ça on n'en aurait pas vu d'autres pendant 10 ans. Si, même si ça avait fait un flop, c'est pas grave, c'est une première étape. C'est une première étape et après elle, il y en aurait eu peut-être encore une autre et encore une autre. Il y en a, mais c'est vrai que la pression est immense pour les gens qui en plus sont un peu le quota. On se dit il y en a qu'un en fait, ou il y en a deux ou trois, donc tu dois représenter tout le monde. Et si jamais tu te casses la gueule ou si jamais il y a un petit défaut dans ta série ou dans ton film, on va te tomber dessus 1000 fois plus que sur les gens qui sont installés depuis longtemps, qui ont un méga réseau et tout. Et donc c'est hyper dur. Wonder Woman, mais même pour beaucoup de réalisatrices. Enfin, si jamais tu as des mauvais retours critiques ou ton film marche pas, après, c'est quand même beaucoup plus fréquent pour les femmes de ne plus rien faire pendant 10 ans. Alors qu'il y a plein d'hommes qui font des flops. Et voilà. Mais attends, moi j'ai un message aussi au public. Vas-y. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai fait le film Tout simplement Noir avec mon gars John Wax, si on est ensemble, le public pour qui on a fait le film pour tout le monde. Mais moi, j'ai reçu des grosses attaques des Noirs. Et j'ai envie de dire au public pour qui on fait les trucs là.
S'il vous plaît. Non, mais... C'est pour vous qu'on fait les trucs. Arrêtez d'être. Ils sont en fait, les publics j'ai un truc concernés. à dire après. Attends, les personnes concernées par les thématiques sont plus dures que le public, on va dire, large au sens du terme. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi que le public concerné, quand il y a des nouveautés qui les concernent, évidemment que oui, ils sont plus touchés par le truc. Mais il faut savoir que le personnage qui a fait ça, le réalisateur ou le scénariste ou l'acteur principal, j'en sais rien, lui aussi, il évolue, lui aussi, il apprend. Et c'est pas la peine d'arriver et de dire, ouais, ça c'est nul parce que machin, ça rend service à personne. Alors, si ça peut te rassurer, ça existe aussi dans les milieux féministes où s'il y a quelque chose qui. Il y a cette idée de, oui, mais là, t'as fait une erreur, là, t'as fait une erreur. Oui, là, c'est parce qu'on a faim, on a tellement faim de représentation oui, mais qu'on veut que ça soit bien. c'est pas de la faute de la femme qui a fait le film. Elle a fait son film, elle a fait son truc. Elle prend tout le poids de l'histoire sur son film. Mais clairement, par rapport à ton cas très précis. On va m'attaquer. Non, moi je t'attaque pas. Je savais qu'elle voulait m'attaquer. Non, mais en plus, je pense que j'ai envie de te féliciter parce que c'est cool de voir un film comme le tien qui soit présent dans le cinéma français. Après, je pense qu'il faut accepter ou non, mais en tout cas s'autoriser à critiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, même si c'est des films qui s'intéressent à nous, même si c'est des films qui nous touchent directement. En fait, j'ai envie de m'autoriser à critiquer. C'est comme ça, en fait, qu'on va arriver vers quelque chose de plus, d'encore plus, excellent, d'encore plus. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas le droit de critiquer. Il y a le droit de critiquer, mais allez-y doucement. Non, mais parce que par exemple, sur mon film, j'ai eu des gars qui ont critiqué l'affiche du film et qui m'ont attaqué sans voir le film. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Je pense qu'il faut faire attention avec... un grand classique, des réseaux sociaux. Attention avec ça, mais je pense que les gens, de manière générale, en tout cas en ce qui me concerne, c'est moins toi que je critique que l'industrie du cinéma. En fait, ce qui me dérange, c'est le fait à chaque fois qu'on parle, par exemple, de ces questions-là, c'est sous le coup de l'humour ou du misérabilisme. Et en fait, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... Fais le film de la nuance. Ah, mais je vais le faire un jour. Je vais le faire un jour. C'est que les gens... moi, je te félicite. Ou la série, d'ailleurs. Ou la série. Mais tu vois, par exemple, dans ton film, juste un petit aparté, j'aurais adoré, tu vois, la relation que le personnage a avec son père. J'aurais adoré voir ça plus longuement. C'est ça, en fait, que j'ai envie de voir. Et tu vas pas faire un film pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut comprendre que les gens, quand on les a bassinés avec des qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de trucs hyper clichés, hyper stéréotypés, où en fait, tu regardes le truc, tu te dis, c'est une blague. Les gars, on est en 2020. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais moi, je pense que... Et toi, quand t'arrives, en fait, tu viens après... On va faire une émission tous les deux. Non, mais c'est hyper important avec ce qu'on dit de manière générale, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il faut rien faire, en fait, et c'est pas que tout le poids de ce qu'on attend doit reposer sur une seule personne, mais c'est toute une industrie, en fait, qu'il faut changer. C'est les producteurs, c'est les scénaristes. C'est les chaînes, tu vois. Et puis même par rapport à ton film, et ça arrive souvent, c'est que par exemple quand c'est Wonder Woman, Black Panther, Crazy Rich Asians, à chaque fois en fait, même les médias, la manière dont ils reçoivent ce genre de film, ils vont te dire oui, mais c'est communautariste parce qu'il n'y a que des Asiatiques. Et tu te dis, mais c'est juste une comédie romantique, donc pourquoi vous voulez que ça ne fonctionne pas? Si les recettes sont gardées d'une comédie, d'un film de super-héros, ça va fonctionner de la même manière. Tu vois, donc c'est tout un système... qu'il faut changer. Voilà. Et alors juste pour une petite précision, malheureusement, donc Constance qui est avec nous via Zoom, elle va pas pouvoir rester jusqu'au bout. Donc on va essayer de profiter. J'ai encore quelques minutes. Ok, on va profiter. Non, j'aurais préféré la garder jusqu'au bout, mais on va profiter une dernière fois de sa sagesse. Oula, mon Dieu. Écoute, toi, par exemple, on va commencer avec cette question qui fâche. Les quotas, bonne ou mauvaise idée? Est-ce qu'on doit imposer... Je ne suis pas très fan de l'idée, mais pour prendre un exemple tout pragmatique, les 6% de quotas dans l'entreprise handicapée, ça ne marche pas très bien. Donc, je ne suis pas très sûre que ça marcherait mieux dans une démarche créative. Je trouve que c'est à la fois, si ça pouvait encourager les producteurs ou les chaînes à vraiment chercher des gens qui avaient une bonne idée à vendre et à l'encourager, c'est bien, mais si c'est pour mettre des gens dans des cases et pas vraiment chercher la manière, pas chercher après à revoir la manière dont on raconte des histoires et comment on les raconte, c'est pas très intéressant, quoi. Un quota, parfois, c'est très cosmétique.
Et je suis pas, enfin, et j'ai envie de dire, enfin, un quota dans quel sens? Devant la caméra, derrière la caméra, dans tous les départements. Enfin, ça n'a pas de sens d'avoir un quota que de scénaristes ou que d'acteurs. Enfin, théoriquement, il faudrait que tous les postes soient ouverts à tout le monde. Ouais. Je trouve que... Et puis le but, c'est... combien de fois d'entreprises on a aussi vu, pour remplir les quotas dans les entreprises, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens qui ont un petit peu le pourcentage d'invalidité de s'enregistrer pour que les 6% d'entreprises soient atteints. Mais ce n'est pas forcément pour autant que les gens vont se dire on va essayer d'embaucher quelqu'un qui est sourd ou qui est muet ou qui est aveugle, tu vois. Enfin, okay. Juste avant moi, à mon avis, c'est plus... ce qu'il faudrait, c'est que les gens soient ouverts à une manière autre de raconter les idées ou à des projets vraiment très audacieux et très ambitieux et qui se disent pas voilà, ça me paraît casse-gueule, je vais pas y aller. Enfin, ce qui manque peut-être, c'est un peu... c'est vouloir penser un peu autrement, concevoir la fiction autrement. Je suis pas sûre que les quotas, ce soit vraiment une réponse à ça. Qu'est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Constance. J'ai pas d'avis tranché sur la question, mais je pense que je sais pas à quel point ça peut vraiment faire du bien. Après, moi, je pense que il faut vraiment aller à l'origine du truc, c'est-à-dire qu'il faut aussi voir qui y a dans les écoles, qui est admis dans les écoles en fait pour réaliser, pour écrire, etc. Parce que c'est vraiment le tout début et puis même dans l'éducation en fait à qui on dit bah ça c'est possible, tu peux devenir scénariste, tu peux devenir réal, etc. Parce que... Si je peux me permettre, excusez-moi une dernière intervention. On nous a dit que tu partais. Justement, ce que dit Anaïs, c'est très juste. Je pense que le problème il commence dès l'éducation et dès la formation. À quel moment aussi on laisse les gens qui ont des visions différentes ou des histoires différentes à raconter s'exprimer au lieu de leur dire c'est pas pour vous, ça va être trop compliqué. Et avoir les outils, avoir les outils, avoir le réseau. Ça joue beaucoup. Je pense que l'autocensure, elle vient de là aussi. Ouais, c'est clair, totalement. Totalement. Après, par exemple, les Oscars ont récemment mis en place des quotas. Et je pense que ça peut être intéressant juste dans le cadre d'une remise de prix en fait parce que ça va inciter justement à avoir plus de réalisatrices. Mais quoi que leur quota, quand tu regardes en particulier le règlement du quota, il y a vraiment beaucoup moyen de passer à travers. Ouais, c'est ça, mais du coup je trouve ça pas mal. Des stagiaires tu n'embauches que des gens du département technique et c'est pas très grave si ton intrigue ou ta feuille de casting justement, tant mieux. Je trouverais ça vraiment réducteur si on disait justement le seul moyen d'avoir un Oscar c'est de raconter un type d'histoire très précis. Sinon c'est la mort de la créativité. La question reste à savoir si les gens vont jouer le jeu ou s'ils vont chercher à contourner un peu le problème en ouvrant à moitié. Pour les critères des Oscars, tu peux très bien remplir un critère en ne diversifiant que ton département marketing. Ouais. Mais pas forcément ton département scénariste, ni ton département réalisateur, ni chef opérateur. Donc il faudrait pas non plus que ces quotas soient détournés pour que les gens remplissent au poste où ça les arrange le plus. C'est clair. Bien sûr. On est 4 critiques de série autour de la table et une via Zoom. Je voulais savoir quel était le rôle de la critique de série justement dans cette évolution. Est-ce qu'on a un rôle à jouer pour encourager les producteurs Bien sûr. Anaïs, moi, je pense que c'est surtout dans l'analyse, en fait, c'est-à-dire donner les outils aussi au public pour dire, regardez, en fait, ça, c'est un cliché qui a été utilisé historiquement, etc. Et pourquoi ce serait bien de peut-être l'envisager différemment, de contextualiser, en fait, les œuvres. C'est pas forcément donner des bons ou des mauvais points, mais c'est plus aider le public à comprendre et à analyser les œuvres qu'il regarde. La critique, c'est ça, quoi. C'est juste dire, effectivement, ça, c'est nocif, en fait, comme cliché. Et ça, par ailleurs, parler d'une série qui est peut-être pas diffusée sur Netflix et qui est peut-être pas hyper grand public, mais qui, elle, fait quelque chose de super et qu'on a envie de mettre en avant pour montrer qu'elle aussi, elle mériterait un peu plus d'espace médiatique, par exemple. Flo ? Moi, je veux mettre d'abord une différence en fait entre la critique ciné et la critique série, parce que la critique ciné, ça va vraiment critiquer un film qui est quelque chose quand même qui est d'éphémère, ça va être un one shot, alors que la série c'est quelque chose qui va se développer, qui peut s'améliorer, qui peut se détériorer. Et du coup, en fait, en tant que critique de série, c'est aussi un rôle de surveillance, de surveiller en fait du coup l'évolution que peut prendre une série, que peut prendre l'évolution d'un personnage choisi. Et du coup, en fait, le critique série doit s'engager en fait à surveiller ça et le contrôle de cette diversité. Ça doit faire partie de sa grille de lecture, en fait. Jennifer. Déjà, moi, j'ai un problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de critiques ciné et séries non blancs.
Et donc, c'est quand même un gros problème dans la manière, en fait, d'analyser et de critiquer l'objet culturel en lui-même. Parce que souvent, en fait, je lis mais vraiment des dingueries, parfois. Et je sais que la personne est blanche. Enfin, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. La manière dont c'est écrit, en fait, ça veut dire que la personne n'a aucun recul, est complètement hors sol. Et en fait, est limite en train de dire ses goûts, en fait. Oui, j'ai aimé, j'ai pas aimé. En général, on les repère parce qu'ils parlent de films comme ceux de Jean Pascal, comme des films communautaires. Exactement. Et j'allais en venir, justement, c'est ça l'un des gros problèmes, c'est que quand il y a une série où il y a plus de 2 personnages non blancs, il faut arrêter en fait avec les raccourcis de c'est communautariste, c'est trop politique, c'est trop militant, c'est trop ceci, trop cela. Alors que parfois il y a des séries, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est même pas l'objet de la série en tant que telle. Et je pense que c'est Ouais, non, je veux rebondir sur ce que tu dis que je trouve intéressant, c'est que par exemple Insecure, tu en avais parlé, qui est beaucoup pourraient la qualifier de communautaire parce que justement la majorité du casting est noir. Et pourtant, moi je trouve que c'est une des séries qui a le plus résonné avec moi de ces dernières années. Je trouve dans les thématiques qu'elle veut aborder, dans la vision, on va dire, des vingtenaires, tout ça, et les thématiques qui vont avec. Et ça prouve bien en fait que c'est pas parce que c'est écrit par des noirs ou que c'est scénarisé, enfin que c'est réalisé par des noirs ou qu'il y a des noirs à l'écran que ça peut pas parler à une personne blanche lambda qui va se retrouver devant cette série en fait. Oui, complètement. Et puis c'est un peu l'idée de croire que parce qu'on est noir, en fait c'est les seules thématiques qui nous concernent. En tant que femme, je peux parler de sexualité, je peux parler de relations interpersonnelles, sentimentales, etc. Et en fait, la question raciale arrive à un moment parce que c'est une intersection de plein de choses, mais c'est pas toujours le cœur en fait d'un propos. Et c'est dommage de résumer une œuvre culturelle à ce message politique qui parfois n'existe pas, parfois oui, parfois non. Et parfois, en fait, ça peut juste s'envisager globalement. Donc, par exemple, quand on prend I May Destroy You, ça parle avant tout de culture du viol, mais le fait que tous les personnages soient noirs, en fait, ça ajoute en fait une dimension peut-être un peu plus culturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent le code switch. Du coup, ils changent de manière de parler selon qu'ils sont ensemble ou dans la vie de tous les jours, les coiffures, en fait un certain slang, même plein de choses en fait qui leur sont propres, mais qui ne les résument pas. Et je pense que c'est hyper important en tant que critique de voir la globalité de ça en fait. Et aussi, je pense que c'est important pour les scénaristes de créer des personnages qui ne sont pas résumés que à ça. Et au côté visibilité, genre regardez, c'est super, on a mis une héroïne noire et elle n'est définie que par ça et pas par sa personnalité, son caractère, son rapport à la sexualité, etc. Et que sa seule présence rende la série politique, militante aussi. Mais de toute façon, les gens qui écrivent ça, ils montent leur carte, c'est-à-dire que eux sont incapables de voir autre chose que ça. Et c'est ça, c'est une admission de ça en fait quand ils écrivent, qu'ils trouvent un truc communautaire, c'est parce que ils voient pas en fait les nuances de l'écriture, ils voient qu'une série de noirs et c'est hyper réducteur et c'est vraiment passer totalement à côté de l'œuvre quoi. Et à l'inverse aussi, c'est des séries avec aucun personnage non blanc. Parfois on peut sentir une sorte de phénomène d'un coup, un truc qui explose et personne ne se pose la question mais pourquoi vous donnez plus d'importance à ce type de récit qui ressemble à des récits qu'on a déjà vus à la télé et d'un coup ça explose. Et il faut se poser la question de ces biais, il faut pouvoir en fait se prendre du recul et pouvoir avoir une forme de hauteur sur ses goûts personnels, sur ce qui on est et ce que ça représente en fait de la société. Et juste pour revenir par rapport au quota, donc moi je suis complètement contre. Pourquoi ? Parce que en fait je peux regarder Normal People et adorer. C'est-à-dire que justement merci, genre ne me mettez pas de personnages noirs qui ne servent à rien du tout. Parce que c'est pas ça en fait qui me procure des émotions, c'est pas ça qui me fait vibrer. Si il y a un personnage noir qui sert à la série, qui sert au propos et qui peut apporter du relief, oui. Mais si c'est juste pour qu'il soit là, non. Donc les quotas. Totalement d'accord avec toi. Merci Jean-Pascal. Non mais effectivement oui, le risque c'est de se retrouver avec un personnage, les clichés dont on parlait tout à l'heure, avec un personnage queer qui va être en fait
le meilleur ami ou la meilleure amie. Ou remixer, comme on disait, de refaire toujours des remakes, mais en refaisant le commissaire Moulin, sauf que là, en fait, c'est un noir ou c'est une femme lesbienne. Enfin, inventer des histoires originales plutôt que de nous refaire genre Ocean's 11 avec des femmes ou je sais pas quoi. Enfin, juste, il y a des nouvelles histoires à raconter. Et ça, c'est typiquement ce genre de projet où tu te dis, mais vous avez aucune imagination, c'est pas possible, vous n'êtes pas entouré de gens quand même. Enfin, il y a des histoires plus originales à raconter. Mais ça, pour le coup, c'est cosmétique quand on fait ça. Totalement. Et c'est cynique. Et ça, c'est opportuniste. C'est vrai que c'est une représentation de façade, c'est pour faire woke. D'accord, ok. Je voudrais quand même qu'on termine sur une petite note d'espoir, et je sais que vous qui êtes autour de cette table, ça vous a fait certainement un petit peu cogiter parce qu'il a fallu en trouver, mais j'aimerais savoir où sont nos Shonda Rhimes, nos Issa Rae, nos Ryan Murphy, nos Sœurs Wachowski, où sont nos fers de lance de la diversité en France dans les séries. Flo. Il y en a pas. Mais si, je suis sûre qu'on a... Non, si, je trouve il y a des figures prometteuses. C'est plus ça. S'il n'y a pas encore de gros mastodontes comme il y en a aux États-Unis en fait, qui produisent et qui surproduisent, comme Ryan Murphy, des productions à la chaîne, mais il y a quand même des personnes. Là, je pense par exemple à David Oureg, qui est le showrunner de Scam France, qui, mine de rien, même si c'est un remake d'une série norvégienne, ça reste quand même une série à l'échelle française pour les ados, qui est très éveillée, qui est très inclusive, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Après, le seul truc qu'on peut déplorer, c'est que c'est juste sur Internet. Enfin, essentiellement, il y a eu une diffusion télé, mais ça n'a pas trop pris. Après, je pense aussi à Fanny Herrero, quand même, avec 10%, parce que mine de rien, c'est une des premières séries qui n'était pas policière ou procédurière, en tout cas, comme les commissaires Moulin ou Joséphine et tout ça, qui a cartonné, en fait, et qui continue. D'ailleurs, tout le monde attend la saison 4, là, qui va bientôt sortir. Donc ça, j'ai foi en elle. Et puis, en fait, c'est aussi les nouveaux showrunners qu'on n'a pas encore découverts et qui essaient avec des petits projets. Genre, un dernier qui m'a surpris, moi, c'était Tu préfères. C'est une web-série qui est faite par deux meufs dont j'ai noté le nom parce que, voilà, je voulais pas me tromper. Mais Lisa Coca et Romane Guéret qui ont fait, du coup, une série très courte, très, très inclusive et très... qui montrait déjà un arrière-plan qu'on voit pas beaucoup, quoi. La banlieue, c'est pas quelque chose qu'on voit trop dans les séries, au cinéma de plus en plus, mais... C'est à Paris. Ah ouais? Ouais, c'est dans le 19e. Ah ok, putain. Ouais. C'est la banlieue de Paris, quoi. Ouais, la banlieue de Paris, j'avoue. Mais voilà, dans tout cas, je veux dire, c'était même des dialogues, c'était un parler qu'on voyait pas beaucoup en fait dans les séries en tout cas, donc rien que ça, je trouve que c'est de bon augure pour la suite. En plus, on les retrouve toujours, ces petites séries un peu confidentielles sur les plateformes web. Parce que moi, je pense par exemple aux engagés de Sullivan Le Postec, qui est sur le milieu militant LGBT lyonnais. C'est sur France.tv qu'il faut aller la chercher. Donc, mais bon, et elle est très bien. Voilà, allez regarder ces séries-là. Anaïs, est-ce que tu as justement toi aussi des profils comme ça qui sont... Florian a vraiment très bien fait son travail, donc je rejoins tout ce qu'il a dit, effectivement. Et moi, il y en a une, alors j'ai très mal fait mon travail, donc j'ai oublié le nom du créateur, mais la série Mortel m'a beaucoup plu récemment, côté production française. J'ai trouvé que c'était hyper frais et que là, pour le coup, on sentait qu'il n'y avait pas d'effort ou de volonté cosmétique, justement, que c'était juste normal, en fait, pour tous ces ados d'être différents, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper bien et on sent qu'il a une inspiration très américaine et je pense que c'est pas un hasard, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement. Pour en avoir parlé avec lui, par exemple, citer Buffy, par exemple, comme référence, qui est une référence en tant que critique série qui revient souvent un peu comme modèle. Mais pas souvent chez des hommes scénaristes. Non, mais justement, voilà. En fait, je pense que comme les références sont en train de changer, justement, ça va changer, je pense, la manière dont ils vont produire et proposer des nouvelles séries. Et ça, je pense, ça va être vraiment bien dans les années à venir. Ouais, j'ai vu faire. Justement, par rapport à l'impulsion américaine, moi, j'ai adoré The Eddy. Je ne sais pas pourquoi personne n'en a parlé, j'ai adoré. Et encore une fois, c'est les Américains qui ont apporté leurs pattes. Et je pense que ça peut être une entrée, en tout cas, vers... des choses un peu plus diverses. Et après, je pense que le futur se trouve aussi dans des écoles comme Courtrajmé, lancées par Ledgely, parce que là, il se passe des choses. C'est des jeunes, c'est des personnes qui parfois n'ont pas du tout ce métier et qui s'inscrivent, qui sont pris, qui commencent à faire des projets et qui peuvent potentiellement cartonner si un jour on leur laisse la chance et la place de le faire. Et j'ai envie de croire que Jean-Pascal, que des Jean-Pascal, des Maïmouna Doucouré, des Mati Diop
puisse aussi arriver vers la télé, peut-être un jour. Aussi parce que aux États-Unis, c'est aussi ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des réalisateurs très installés qui ont dévié vers la télé. Et je pense que ça peut être aussi une voie pour... On a besoin d'eux, aussi. Jean-Pascal, est-ce que tu as, toi, de ton côté... Alors rapidement, mais est-ce que tu as... Désolé. Est-ce que tu as pu repérer déjà des petits talents comme ça dans les séries qu'il faut surveiller de près? Des talents dans les séries, ouais, mais moi je suis plus anglais. Il y avait Utopia que j'avais bien aimé. Ah oui, mais les Anglais, à la limite, ils ont quand même moins j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins en retard sur la diversité en France, que nous. Franchement... Ça la fout mal. Non, mais rien que de devoir les chercher. Franchement, on n'est pas encore au top dans les séries françaises. Pas encore. Bon, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi qui voulais finir sur une note d'espoir. Non, mais si, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'il y a des réalisateurs qui arrivent, donc elle a raison. Il y a des réalisateurs qui arrivent, donc il y a de l'espoir. Mais c'est les producteurs vraiment qu'il nous faut. Il faut de l'argent en fait. Exactement. Donner l'argent. Voilà, donc on espère que cette discussion vous a plu, qu'elle vous a donné quelques pistes de réflexion, voire qu'elle vous a convaincu de l'importance de représenter sur nos écrans la diversité. Désolé pour le terme, mais dans tout ce que ça implique, vous l'avez vu, c'est vaste. C'est donc ainsi que s'achève cette table ronde de l'ACS, programmée dans le cadre du festival Cannes Série. Donc merci à eux. Merci à Beta Série également, qui nous a permis de nous retrouver en studio en toute sécurité, ainsi qu'à Théo Benoît Hambourg pour la réalisation. Et enfin, un grand merci à mes invités autour de cette table ou via Zoom. Donc Constance Jamet, Jennifer Padjemi, Anaïs Bordage, Florian Kess et bien sûr Jean-Pascal Zadi. Salut à tous et à toutes. Salut, et Constance qui n'est plus là maintenant. Salut.